Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Un convoi sous très haute protection. Aujourd'hui, en quelques heures, plus de 400 détenus ont été transférés de prison vétuste du centre de Lyon vers une nouvelle maison d'arrêt. Mais est-ce qu'une page se tourne vraiment dans le milieu carcéral? Une semaine après l'apparition de la grippe, où en est-on de l'évolution de la pandémie? Les experts se veulent rassurants. En France, seuls 2 cas ont été confirmés. À Hong Kong, nous suivrons les mésaventures d'un Français dont l'hôtel a été placé en quarantaine. 2 ans déjà que la petite Maddie McCann disparaissait au Portugal et 2 ans après, aucune piste ne s'est révélée fructueuse. Ses parents sont réapparus à l'occasion d'une émission de télévision aux États-Unis. Un divorce à l'italienne. L'affaire fait grand bruit chez nos voisins. L'épouse de Silvio Berlusconi a décidé de demander le divorce après 30 ans de vie commune. Nous verrons pourquoi. Le sport ce dimanche et beaucoup de football. Qui sera le futur champion de France? Marseille ou Bordeaux? En tout cas, Lyon et Paris ont apparemment abdiqué. Le PSG qui vient de s'incliner à domicile face à Rennes ce soir. Enfin, le cinéma. 3 ans après le Da Vinci Code, voici Ange et Démon, adaptation du roman de Dan Brown avec Tom Hanks. L'acteur américain sera tout à l'heure avec nous depuis Rome, où il présente son film ce soir. Merci d'être avec nous. On commence donc ce journal par ce transfert sous très haute surveillance. Plus de 400 détenus de 2 prisons lyonnaises extrêmement vétustes ont quitté leurs cellules. Tout cela a commencé pour certains en pleine nuit. Ils ont pris la direction d'une nouvelle maison d'arrêt à Corba, dans le Rhône. Benoît Gadret et Jean-Pierre Rivalin ont suivi tout cela pour nous. La date et l'heure de l'opération étaient tenues secrètes. C'est en fait à 4 heures ce matin que les détenus ont été réveillés. Le quartier des prisons totalement bouclé. Une demi-heure plus tard, un premier convoi prenait la route. Le transfèrement a duré toute la journée. Par petits groupes, pieds et mains entravés, les 436 détenus ont été acheminés. Sécurité renforcée, plus de 900 agents des forces de l'ordre, l'autoroute en partie réservée, le tout survolé par un hélicoptère équipé d'une caméra. Le principal risque, naturellement, c'est un risque d'évasion. Mais il ne faut pas oublier également le risque de rébellion qu'on peut avoir et des quelques détenus qui ne sont pas forcément très favorables à rejoindre une autre maison d'arrêt. Les prisons de Lyon, c'était cela. Un bâtiment du 19e siècle, l'un des plus surpeuplés et des plus vétustes de France. Une page se tourne. Les détenus ont découvert aujourd'hui un nouvel établissement. Prévenus et condamnés sont enfin séparés, les arrivants mieux accueillis, des cellules plus spacieuses et mieux équipées. Au quotidien, dans la cellule, l'accès à la douche, ça paraît évident. L'accès par le biais de l'interphone à un personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est un point quand même absolument innovant. On est en plein dans la lutte contre le suicide. La maison d'arrêt peut accueillir 690 personnes, un seuil qui sera rapidement atteint. Mais tout cela intervient dans un contexte de conflit social au sein de l'administration pénitentiaire. Demain, les syndicats de personnel ont appelé à un blocage progressif des maisons d'arrêt. La raison, des prisons vétustes, une surpopulation carcérale, un manque de moyens et des suicides de détenus, mais également des gardiens de prison. Arnaud Comte. Du jamais vu en prison. Durant plusieurs mois, des détenus ont filmé clandestinement leur quotidien à Fleury-Mérogis. Le document montre des cellules exiguës, des locaux vétustes et insalubres. Ces douches extérieures sont remplies de déchets. Ici, un détenu fait passer des vivres à son voisin à l'aide d'un drap qu'il a découpé. C'était en 2008. Depuis, ce bâtiment a été fermé pour être rénové. Insalubrité, surpopulation, violence, suicide. Plusieurs rapports dénoncent les conditions de détention en France. Notre pays compte 194 prisons. Plus de 63 300 personnes y sont détenues pour 51 000 places disponibles. Les syndicats pénitentiaires dénoncent un système au bord de l'explosion. C'est obligatoirement aujourd'hui, bien souvent, un surveillant pour 200 détenus à l'étage. Nous avons des gros établissements comme Fleury, Fresnes, La Santé, les Baumettes à Marseille. Mais je n'oublie pas les petits établissements. Nous avons une surpopulation carcérale. Nous avons 3 personnes dans 9 mètres carrés. Pour un surveillant, cela n'est pas suffisant. Une situation qui s'est aggravée notamment depuis l'instauration des peines planchées en 2007 et la fin des grâces collectives du 14 juillet. La future loi pénitentiaire de Rachida Dati prévoit plus d'aménagements de peine. Cela devrait désengorger les prisons, tout comme la construction de nouveaux établissements. Mais depuis plusieurs mois, les gardiens de prison demandent des mesures urgentes, parmi lesquelles des renforts d'effectifs.
Les négociations n'ont jusqu'à présent pas abouti. Demain, les syndicats du personnel pénitentiaire appellent au blocage progressif des prisons partout en France. Le point ce dimanche soir sur l'évolution de la grippe A. En une semaine, les informations se sont multipliées. Et peut-on vraiment parler de stabilisation? Certains l'évoquent, en tout cas en France. Seuls 2 cas sont toujours ce soir confirmés. Les autorités se veulent rassurantes et elles ont annoncé de nouvelles mesures de prévention aujourd'hui, notamment concernant les nourrissons. Aurélia Brou. Passagers et personnels des aéroports de Paris doivent déjà porter des masques de protection. Mais à partir de mardi, tous les vols en provenance du Mexique atterriront exclusivement à Roissy, dans une zone réservée. Ils arriveront tous sur Roissy, ils ne seront plus dispatchés entre Roissy et Orly, et d'autre part dans une partie de l'aéroport qui permettra d'avoir des arrivées et des sorties sans rencontre avec les passagers des autres vols. L'autre décision de la cellule interministérielle de crise concerne les jeunes enfants. Ceux de moins de 1 an ne peuvent pas être traités par Tamiflu. Ils feront donc l'objet d'une attention particulière. Pour les professionnels qui reviennent d'une zone, donc du Mexique en pratique, et qui sont en contact professionnellement avec des enfants de moins de 1 an. Par exemple, puéricultrices, infirmières en pédiatrie, infirmières en néonatologie, en obstétrique, etc. La recommandation est qu'elles suspendent leur activité professionnelle pendant 7 jours afin de s'assurer qu'il n'y a effectivement pas de démarrage d'un état grippal qui pourrait conduire à une contamination de ces enfants. En France, la situation semble pour l'instant stabilisée. Une seule personne effectivement atteinte est toujours hospitalisée. Les autorités sanitaires, elles, restent extrêmement vigilantes. Dans le reste du monde, l'Asie semble quasiment préservée, peu de cas reconnus. Un seul par exemple en Corée du Sud et un seul en Chine. Et c'est justement à Hong Kong qu'un hôtel a été placé en quarantaine après qu'un jeune Mexicain atteint par la maladie y ait séjourné. Une situation pas facile à vivre pour les 300 personnes qui occupent l'hôtel. Parmi eux, un Français, Gilles Rabine. 300 personnes confinées, clients et personnels compris, plus une cinquantaine d'infirmiers, de médecins, de psychologues et de policiers. Cette mise en quarantaine d'un hôtel tout entier paraît disproportionnée. En venant rencontrer un client à l'hôtel, un Français de Hong Kong s'est retrouvé piégé. Nous sommes donc en quarantaine depuis hier. Est-ce qu'il y avait besoin de le faire autant? Je n'en sais rien, mais je pense que de toute façon il fallait le faire. C'est quelque chose qui peut être grave. Excès de prudence, le voyageur mexicain porteur de la maladie n'est en fait resté que quelques heures dans cet hôtel le temps d'un transit. Mais les autorités assument. Nous avons décidé d'appliquer le niveau d'alerte maximum du plan de lutte contre la pandémie de grippe porcine. Le gouvernement de Hong Kong avait réagi trop tard à l'épidémie de grippe aviaire qui avait fait près de 350 morts en Chine et laissé un souvenir douloureux. Il ne veut donc prendre aucun risque. La police a retrouvé l'un des 2 chauffeurs de taxi pris par le passager mexicain contaminé. Elle l'a placé en quarantaine. Elle recherche activement le second chauffeur. Je crains que les gens aient peur de prendre des taxis, tant qu'on n'aura pas retrouvé le chauffeur. Il se cache sans doute parce que mise en quarantaine signifie pour lui perte de revenus. C'est pourquoi le syndicat des taxis propose son aide. Nous sommes prêts à l'aider financièrement si c'est nécessaire. À Hong Kong, l'hygiène, qui est un souci permanent, est devenue la priorité des priorités. En effet, cette ville est surpeuplée et il suffirait de quelques malades pour provoquer une épidémie explosive dans l'ancienne enclave britannique. Autre image du jour en provenance du Mexique, cette fois avec une opération de désinfection du métro. Plus de 4 millions de personnes l'utilisent chaque jour. Le pays qui compte pour le moment le plus grand nombre de malades, comme vous allez le voir sur cette carte, avec plus de 500 cas. Un pays bloqué, mais la population tente aussi parfois de dédramatiser la situation. Sur place, Martine Laroche-Joubert et Pascal Jouffriot. Mexico aujourd'hui, ses habitants cloîtrés chez eux depuis plus d'1 semaine commencent à sortir dans les rues. À leur manière, sans masque. Je trouve qu'il y a moins de pollution parce qu'il y a moins de voitures. Alors moi, je me sens mieux. D'autres portent des masques mais affichent leur identité, une forme d'expression. On nous dit fais ci, fais ça, mets un masque. Alors on porte un masque, mais à notre goût. Vous savez, dans cette tragédie, on essaye quand même de mettre un peu de gaieté. Certains défient même l'épidémie. C'est le plus beau jour de leur vie. La cérémonie était normale, portes ouvertes, il y avait du monde.
Une attitude particulière au Mexique depuis des millénaires. Dans leur culture, la mort fait partie de la vie. Les Mexicains disent toujours « vis ta vie, mais embrasse la mort ». C'est une vision différente du reste du monde, qui nous permet d'affronter la vie avec d'autres yeux. Mais au-delà de la dérision, travailler comme d'habitude, pour certains, une question de survie. Sans travail, impossible de manger. Dans les rues, les médecins examinent les patients, mais sont conscients de leurs limites. On fait notre possible, mais les gens ne croient pas toujours à cette épidémie. Belinda, elle, traverse ces temps d'épidémie, l'esprit pratique. Elle demeure chez elle par sécurité, mais fabrique des masques ludiques. On voit bien que les gens ont peur, puisque dans les pharmacies, il n'y a plus un seul masque. Alors moi, j'aide mes amis d'une manière amusante. Le dispositif officiel de prévention de l'épidémie continue à se mettre en place ici, mais à tort ou à raison, beaucoup de Mexicains décident de reprendre leur vie, comme avant. En bref, on a appris en fin de journée qu'au Guatemala, un violent séisme d'une magnitude de 6,1 sur l'échelle de Richter a secoué le pays. On ignore pour le moment s'il a fait des victimes et quelle est l'étendue des dégâts. On revient en France avec les retours du week-end du 1er mai, ceux de la dernière zone de vacances. Un dimanche classé rouge dans le sud-est et notamment dans la vallée du Rhône. Un pic a été enregistré en fin d'après-midi sur l'ensemble du réseau avec 285 km de bouchons. La politique est cette phrase ce matin prononcée par Patrick Devedjian chez nos confrères d'Europe 1, le ministre de la Relance qui est revenu sur l'éventuelle reprise de l'usine continentale de Clairoy par le groupe MAG basé à Dubaï. On l'écoute. Eux, ce qui les intéresse, c'est de fabriquer en France. C'est une société sérieuse, il faudra analyser sa proposition. Faut-il encore qu'il soit en mesure de la faire? En tous les cas, il viendra à Paris demain, il arrivera à Paris demain, et avec Luc Châtel, qui je l'ai proposé, nous le recevrons à mon ministère demain après-midi. Affaire à suivre. Et puis cette information, Claude Guéant, secrétaire général de l'Elysée, a annoncé que le départ de Michel Barnier du gouvernement se fera après les élections européennes, ce qui semble confirmer que le remaniement du gouvernement ne se fera pas avant la mi-juin. À 5 semaines justement des élections européennes, notre premier portrait de campagne avec ce soir le socialiste Vincent Peillon, tête de liste dans la région sud-est, un parachutage qui avait suscité quelques tensions. Alors l'heure est-elle à l'apaisement? Jeff Wittenberg et Frédéric Bazille. C'est vrai qu'on ne le connaissait pas encore beaucoup à Marseille. Alors, ses amis socialistes n'ont pas lésiné pour mettre Vincent Peillon en valeur. Vincent Peillon ici présent. Une confidence, il est pour l'OM, hein. Bienvenue dans les Bouches-du-Rhône. Au revoir les ch'tis. La Picardie où il était élu depuis 12 ans, Vincent Peillon a décidé de fouler du pied les accusations de parachutage. C'est la connerie française, et donc vraiment les gens ont compris que l'Europe, c'est pas le quartier, et donc il y a 2-3 personnes qui misent encore sur la sottise des gens, mais les gens s'en soucient pas. Les gens, en tout cas quelques-uns, connaissent, c'est sûr, sa tête, pas toujours son parcours. Le parti socialiste. Il représente le Parti socialiste. De visage, oui, on l'a vu dans la presse, bien sûr, oui, tout à fait. Mais personnellement, je ne connais pas. Et en interne, le camarade venu du Nord se fait gentiment chambrer. Tu bronzes en campagne, hein. Son sourire, sa façon de s'exprimer, sa façon d'être. Sur le fond, l'agenda est tiré au cordeau. Il faut faire vite une campagne forte pour faire oublier un intérêt faible des citoyens pour ces élections européennes. Je suis inquiet sur cette espèce d'incroyable mur de silence que l'on a mis sur l'Europe et qui répond à des intérêts financiers et des intérêts politiques. C'est ça la réalité des choses. Il ne faut pas parler d'Europe parce que la droite veut garder l'Europe et veut garder l'Europe comme instrument de la libéralisation de tout. Et donc ils ne veulent pas de débat politique sur l'Europe. Vincent Peillon, l'une des têtes d'affiche de ces élections. Voit-il plus loin? Vous trouverez 25 types pour avoir des ambitions personnelles pour 2012. Ça devient ridicule. Jusque-là, en tout cas, on le présentait comme le principal associé de Ségolène Royal. Désormais, Vincent Peillon est à son compte. L'information maintenant qui fait la une de la presse italienne. Véronica Lario a craqué après 30 ans de mariage. Elle va demander le divorce car elle reproche à son mari d'être quelque peu volage. Un détail important, Véronica Lario s'appelle également Berlusconi. Elle est l'épouse du président du Conseil italien. À Rome, Philippe Serias. C'est le couple le plus célèbre d'Italie et pourtant, on ne les voyait guère ensemble. Seules les obligations du protocole les rassemblaient encore. Lui, Silvio, l'homme le plus puissant du pays. Elle, Véronica, ancienne actrice, discrète, dans l'ombre de son mari. Ce matin, coup de théâtre. La presse italienne annonce que Madame Veronica Berlusconi demande le divorce. À l'origine, la présence de son mari dimanche dernier, à l'anniversaire d'une jeune fille de 18 ans, Noémie.
à qui il a offert ce joli collier. Pour Véronica, c'en est trop. Déjà cette semaine, elle lui reprochait de vouloir inscrire des starlettes de la télévision sur ses listes électorales. Je voulais simplement renouveler notre classe politique avec des personnes cultivées, des personnes qui ne soient pas malodorantes et mal habillées comme on peut en croiser dans les travées du Parlement. Voilà, rien de plus que cela. Mais les critiques les plus dures viennent de votre femme. Et oui, même la dame a cru à ce que les journaux ont écrit. Volontiers charmeur, à 72 ans, Silvio Berlusconi remplit encore les pages des magazines People, comme lorsqu'il reçoit ses admiratrices dans sa villa de Sardaigne. Il y a 2 ans déjà, Véronica lui demandait des excuses dans une lettre ouverte. À l'époque, on parlait beaucoup de l'amitié de Silvio Berlusconi pour une jeune napolitaine, Mara Carfagna, célèbre en Italie pour ses photos de charme, devenue depuis ministre de l'égalité des chances du gouvernement Berlusconi. Ce midi, la RAI, la télévision publique italienne, a relaté le futur divorce du couple Berlusconi en quelques mots à peine. Silvio Berlusconi parle ce soir d'une affaire douloureuse qu'il refuse de commenter. Dans un mois, il sera candidat pour les élections européennes. Reste à savoir si ses déboires conjugaux entameront sa popularité, pour l'instant au plus haut. 2 ans déjà que l'on est sans nouvelles de la petite Maddie McCann qui avait disparu au Portugal et aucune nouvelle piste n'a apporté de réponse à cette énigme. À l'occasion de ce triste anniversaire, ses parents ont participé à un talk show américain. Image commentée par Karine Comazzi. C'est aujourd'hui une petite fille de 6 ans que ses parents recherchent. Maddie, disparue il y a 2 ans jour pour jour, ressemblerait plus vraisemblablement à ce portrait. Un cliché virtuel qui remplace celui de la vie de recherche, bien réel et poupon, pris peu de temps avant qu'elle ne disparaisse. La photo a été réalisée par des experts américains à la demande des parents qui souhaitent par tous les moyens réactiver l'enquête et solliciter les témoins. Car 2 ans après sa disparition dans ce village touristique du Portugal, les recherches sont restées vaines. Kate et Jerry McCann reprennent leur campagne de sensibilisation jusqu'aux États-Unis, où ils étaient les invités de la très populaire émission d'Oprah Winfrey. Vous gardez la chambre de Maddie prête? Oui. Tout est prêt. On attend. Vous allez souvent dans sa chambre? Oui, j'y vais 2 fois par jour. Vous lui parlez? Oui, en général, j'ouvre et je referme les rideaux de sa chambre. Je lui dis bonjour, que nous l'aimons toujours et faisons tout pour la retrouver. L'animatrice vedette touchée par le couple McCann a offert son aide en connectant son site internet à celui de Maddie pour recueillir un maximum de témoignages. Avec tous les médias qui suivent l'affaire et l'attention renouvelée sur le sort de Maddie, sans parler du portrait réactualisé qui va lui aussi susciter de nouveaux témoignages, les McCann espèrent arriver à un résultat et cela leur donne de la force, surtout en ce jour anniversaire. Après avoir été soutenus, mis en examen puis blanchis, les parents de Maddie restent plus que jamais mobilisés. Cette image spectaculaire en provenance des États-Unis, à Irvine, au Texas précisément, un orage et des vents violents ont fait s'écrouler la bâche d'un stade où s'entraînaient des joueurs de football américain. Bilan 11 blessés. Il est 20h18, merci d'être avec nous. À suivre dans un instant les provocations et les menaces du chef du gang des Barbares. Le procès sous tension doit reprendre demain, mais dans quelles conditions? Un fauteuil pour 2, l'OM ou Bordeaux? Qui remportera le titre de champion de France? Lyon semble avoir abdiqué et Paris a ce soir une nouvelle fois déçu. Et puis le cinéma Ange et démons, après le Da Vinci Code, Tom Hanks revient dans le rôle du professeur Langdon. L'acteur américain sera avec nous en direct de Rome dans quelques instants. Mais avant cela, quelle sera l'atmosphère demain pour la réouverture du procès du gang des Barbares? Son chef présumé extrêmement provocateur avait menacé la cour. La tension des premiers jours de ce procès va-t-elle enfin retomber? Les questions ne manquent pas à la veille de la reprise des débats. Fanny Stenler, Emmanuel Morel. La mère et les sœurs d'Ilan Halimi savaient que ce procès serait une épreuve. Mais peut-être pas à ce point. Toutes les 3, ainsi que l'ancienne petite amie du jeune homme, s'apprêtent à faire face cette semaine à de nouvelles provocations de la part de Youssouf Fofana. Coup de théâtre jeudi soir, au 2e jour du procès. Les 3 avocats des parties civiles quittent l'audience. Celui qui se présente comme le chef du gang des Barbares aurait proféré des menaces contre les jurés.
Dans sa déclaration spontanée, M. Fofana a proféré des menaces. Que la tête de chacun des jurés avait été prise en photo par des gens qui l'avaient commandité, mandaté à cet effet, et qu'elle serait mise sur Internet et que l'on verrait bien lors du verdict. Une audience sous haute tension. La veille, la mère et le grand frère de Youssouf Fofana sont violemment pris à partie par des militants de la communauté juive venus manifester au palais. La famille de l'accusé quittera rapidement les lieux sous peine de se faire lyncher. Même traitement pour l'un des avocats de Youssouf Fofana. Elle aussi huée par la foule. Je dénonce ces comportements asociaux de gens qui viennent au palais pour s'attaquer aux avocats et aux familles des accusés. C'est inadmissible. Cette semaine, le procès risque à nouveau d'être perturbé. La grève des surveillants de prison pourrait gêner le transport des accusés incarcérés, tandis que la Cour devra à nouveau entendre Youssouf Fofana et risquer d'essuyer de nouvelles provocations. Ce dimanche était la journée de la liberté de la presse. Des militants de Reporters sans frontières se sont rassemblés aujourd'hui devant l'ambassade d'Iran pour exiger la libération de la journaliste irano-américaine Roxana Saberi, condamnée le 13 avril dernier pour espionnage. Et comme chaque année, RSF publie son album Sans photo pour la liberté de la presse. Les bénéfices des ventes seront reversés pour financer des actions en faveur de la sécurité des journalistes. Économie avec la crise qui touche de plein fouet le secteur du nautisme. Les stocks chez les fabricants s'accumulent. Illustration de cette période délicate, la vente aux enchères de bateaux s'organise. Exemple au Cap d'Agde, Hélène Vergne, Frédéric Guibal. 3002, 3005, 3008, 4000, à 4000 nous sommes. Sous la houlette d'un commissaire-priseur, l'opération est inédite. 22 bateaux vendus aux enchères sur le port du Cap d'Agde. On va exiger 4005. On essaye de trouver une petite bonne affaire, un petit bateau pour passer l'été. Oui, c'est pas mal, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y a des bateaux qui sont partis à des bons prix. C'est le prix qui doit déclencher l'envie. Vous vendez des petits voiliers, ils font 7 ou 8 mètres, vous payez ça à 3500 €, vous vous faites plaisir. Des voiliers de rêve, neufs ou occasion à des prix cassés, moins 10, 20%. En 6 mois, ces professionnels du nautisme ont vu leur stock s'accumuler. Ce n'est pas la crise du secteur automobile, mais il leur fallait réagir. On a un bateau ici qui est de 2008 qui est déstocké à pratiquement moins 20%, sur lequel on va rajouter une panoplie de cadeaux qui sont offerts aux plaisanciers, à savoir l'assurance, le droit d'annuel. Avec un objectif, vendre près de 200 bateaux pour acheter moins gros et moins cher. On va adapter effectivement notre stock à la réalité des ventes. C'est-à-dire acheter plutôt des bateaux de faible dimension, sans taxes, qui se vendent beaucoup plus facilement que les autres. Car le nautisme crée toujours autant l'engouement ces 10 dernières années au Cap d'Agde. Les ventes ont ainsi grimpé de 15% en moyenne, tout comme les prix. Les prix s'étaient littéralement volés. Et là aujourd'hui, les brokers en fait cherchent à se séparer de leurs bateaux, donc les prix reviennent à des choses plus normales. Et donc vous cherchez la bonne affaire. Exactement. Une clientèle désormais plus avertie, plus raisonnable, qui ne souhaite pas pour autant renoncer à son rêve. La région Languedoc-Roussillon compte près de 30 000 plaisanciers. Le sport avec le football et la Ligue 1 et le suspense est toujours là. L'OM a piétiné hier soir, Lyon lâche prise et Paris a une nouvelle fois déçu, absente de tous les grands rendez-vous. À chaque moment clé de la saison, le PSG devait gagner face à Rennes et ils ont perdu. Bordeaux pourrait bien profiter de tout cela ce soir. Manuel Tissier. Paris assommé. Les Parisiens ont manqué ce soir l'occasion de prendre la 3e place du classement. Rennes s'impose au Parc des Princes grâce à un but contre son camp de Sakho. Surprise aussi à la Beaujoire. Les Canaries nantais qui avaient ouvert le score par Bekamenga et un exploit personnel sont rejoints puis dépassés par Le Havre, pourtant lanterne rouge du championnat. 2-1, but vainqueur signé Marange. Hier soir au stade Vélodrome, Marseille n'a pas réussi à offrir la victoire à Éric Guéret, son entraîneur sur le départ. Le Toulousain André-Pierre Gignac a conforté son rang de meilleur buteur en marquant ses 20e et 21e buts. Grâce à Mamadou Niang, Marseille arrache le match nul, 2 buts partout. Mais la grosse migraine de la soirée est pour Lyon. Les champions de France se sont inclinés 2-0 à Valenciennes. Un doublé de Johan Odell. Pour eux, le titre s'envole. Car au classement, l'OL compte désormais 7 points de retard sur Marseille. L'OM est toujours leader, mais sous la menace de Bordeaux qui joue tout à l'heure face à Sochaux. En bas de tableau,
Nantes et Saint-Etienne sont au plus mal. Une image, celle d'une incroyable championne, puisque Jeannie Longo a remporté aujourd'hui le trophée des grimpeurs sur le circuit d'Argenteuil dans le Val d'Oise. Sa 5e victoire dans cette classique. Elle en compte plus de 1000 dans sa carrière. Et je vous rappelle que le 31 octobre dernier, Jeannie Longo avait fêté ses 50 ans. Le cinéma ce dimanche avec dans un instant Tom Hanks qui est notre invité et qui va nous parler d'Angers Démon. Mais avant cela, voici le box-office de la semaine et le film qui arrive en tête, c'est Wolverine, le 4e volet de la série X-Men avec Hugh Jackman dans le rôle principal. En 2e position, Incognito, la comédie avec Benabar, Franck Dubosc et Jocelyn Clivrin. Puis arrive un autre film français, Le Missionnaire et Jean-Marie Bigard. Et on termine avec une comédie sur le couple, Romaine par -30 avec Sandrine Kiberlin. Après le Da Vinci Code, les fans des romans de Dan Brown attendaient avec impatience l'adaptation d'Anges et Démons. Ron Howard est toujours à la réalisation et Tom Hanks mène l'enquête. Il est notre invité avant de le retrouver en direct depuis Rome. Le film vu par Marie-Jo Jouin. Le cinéaste Ron Howard met à nouveau en péril l'expert en religion Robert Langdon. Après le Da Vinci Code, où il révélait la descendance de Jésus, le voilà plongé à nouveau dans une enquête au cœur même du Vatican menacé lors de l'élection d'un nouveau pape. Des Illuminati. La vengeance des Illuminati, autrefois martyrisée par l'Église, une confrérie secrète de scientifiques contre laquelle Langdon va entamer une course contre la montre, un dangereux jeu de piste. Le fait d'en dire le moins possible accentue encore le contraste entre ce que le monde peut savoir du Vatican et ce qui s'y passe réellement. Et du coup, ça rend cette descente aux enfers de Robert Langdon à la fois plus ironique et plus intense. Tournage à effets spéciaux réalisé en studio, comme ces crimes symboliques sur des cardinaux à la succession papale. Faute d'autorisation du Vatican, peu de scènes ont pu être tournées à Rome. Quant à Tom Hanks, le voilà avec une nouvelle partenaire, une belle scientifique, jouée par une actrice israélienne. Le grand maître inconnu des Illuminati. Le Bernin? Il travaillait pour l'Église. De manière quasi exclusive. Mais les Illuminati pratiquaient l'infiltration. D'accord, c'est l'une des plus grandes stars, mais quand il arrive sur le tournage, il est si simple. Il dit bonjour, il est familier avec tout le monde. Il est honnête, c'est juste un être humain comme les autres. Un être humain à qui on demande non seulement de sauver le Vatican, mais aussi de nous aider à résoudre une énigme complexe. Merci Tom d'être le décodeur de ce thriller iconoclaste. Que Dieu vous pardonne ce que vous avez fait. Alors, après Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, 2 Oscars, Tom Hanks retrouve son personnage de Robert Langdon. Vous êtes à Rome pour présenter ce nouvel opus. Bonsoir, merci d'être avec nous. On vous regrette à Paris, on comprend que vous soyez à Rome, près du Vatican, où l'intrigue se déroule. Le Vatican qui ne vous a pas ouvert ses portes pour le tournage, je crois. Effectivement, mais de toute façon, le Vatican n'ouvre jamais ses portes pour quelque film que ce soit, pas chez nous non plus. Mais c'est vrai, nous sommes ici à Rome et vous n'avez qu'à filmer l'horizon et vous verrez dans la silhouette du Vatican le clocher célèbre. Mais ce qu'on n'a pas pu faire à Rome en extérieur, eh bien, grâce aux effets spéciaux et à la 3D, on a pu reproduire le Vatican et je défie quiconque de voir la différence entre l'original et les doublages. Ce côté mystérieux, secret du Vatican, là est la clé aussi du succès de ce scénario? Vous savez, l'élection du pape est quand même un sujet absolument fascinant. C'est-à-dire que tous les détails, tous les rituels, toute la cérémonie, ce sont des choses qui méritent d'être analysées, d'être suivies et même de faire l'objet de recherche. C'est ce que d'ailleurs a fait Dan Brown dans son bouquin. Il a suivi ça de près, comment on sélectionne un nouveau pontife. Alors que vous soyez d'ailleurs catholique ou non, c'est toujours quelque chose de passionnant et très intéressant. Alors quand à cela vous ajoutez le fait qu'il y a dans la presse Arago, le fait qu'il y a les Illuminati qui ont une histoire de meurtre autour de l'élection du pape, ça fait vraiment tous les ingrédients pour faire une affaire sensationnelle et puis vraiment tout le monde a envie de suivre cette histoire. Alors est-ce que le côté secret et discret d'une star comme Tom Hanks est aussi le secret de votre incroyable succès depuis des années? La discrétion.
Disons que si j'avais une explication de mon succès, d'ailleurs ça appartiendrait à quelqu'un d'autre, je dirais que c'est mon attitude très professionnelle. Je travaille très dur, je fais mon travail de manière très consciencieuse et le rôle d'un acteur de se présenter sur le plateau à l'heure, de connaître son texte et d'avoir une idée de ce dont parle la scène. Je fais ça tous les jours quand je me pointe sur les lieux du tournage et c'est ce que je fais depuis que je fais du cinéma. Alors les critiques, on s'en souvient, avaient été dures avec le Da Vinci Code et pourtant le film avait très bien marché, 750 millions de dollars au box-office. Là les critiques semblent plus clémentes, le film va donc être cette fois quoi? Un énorme succès? J'espère. Je ne sais pas. C'est-à-dire que si la critique est plus clémente cette fois alors qu'elle était très sévère la dernière fois, est-ce que peut-être qu'au contraire ça veut dire que ça n'a pas marché? Je ne sais pas. Il y a une source d'inquiétude. Cela étant, de toute façon, c'est le peuple, c'est le public qui décide. Et lorsqu'il y a une atmosphère comme celle qui entoure la sortie du film, on peut s'attendre à un certain succès. Cela étant, tôt ou tard, c'est ceux qui payent leur billet d'entrée qui décident du succès du film. Alors, on ne peut pas encore vraiment savoir ce qui va se passer. Tom Hanks, une dernière question plus politique, question que je le pose à l'un des descendants, je crois, d'Abraham Lincoln. Que pensez-vous de ces 100 premiers jours de Barack Obama? Enthousiaste ou pas? Bien, écoutez, je pense que le président des États-Unis s'en est fort bien sorti par rapport à ses promesses électorales et aux promesses qu'il a prononcées le jour de son inauguration. Je crois qu'il s'en est vraiment bien sorti. Moi, je perds un peu de vue la crise qui frappe les États-Unis, l'Europe occidentale, parce qu'il y a la crise économique, mais il y a également la guerre, il y a la contraction de l'économie et toutes sortes de problèmes. Et par rapport à tout cela, je dois applaudir notre dirigeant qui dit voilà ce que j'ai essayé de faire, voilà ce que je propose de faire. Si quelqu'un a une meilleure idée, bien, ma porte vous est ouverte, je suis prêt à vous écouter. Moi, je lui donne un grand bravo pour ses 100 premiers jours. Une toute dernière question, j'ai lu que vous aviez peut-être l'intention de vous lancer un jour en politique. Tom Hanks, candidat à la présidence, c'est un rêve absolu? Non, absolument pas. Non. Je joue le rôle d'un président, je fais semblant d'être président à l'écran, mais je suis même pas acteur, je fais... Et on adore ça. Disons, je veux aider, mais d'autres façons que ça. Je veux pas être président moi-même. Merci beaucoup Tom Hanks. La sortie d'Ange et Démons en France, c'est pour le mercredi 13 mai. Et comme chaque dimanche, l'agenda de la semaine à venir. Mercredi, tout d'abord, résultat de la finale du meilleur job du monde. Un Français est en lice pour devenir le gardien d'une île paradisiaque en Australie. Vendredi, première étape du voyage du pape en Terre Sainte, 9 ans après Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI doit se rendre en Jordanie, en Israël et en Cisjordanie. Et puis, samedi du football avec la finale de la Coupe de France, 100% bretonne. Rennes affrontera Guingamp au Stade de France. Avant de terminer le journal, je vous rappelle l'une des informations du jour, c'est le point ce dimanche sur l'évolution de la grippe A. On peut parler de stabilisation. En France, toujours 2 cas confirmés et les autorités sanitaires ont recommandé aujourd'hui aux professionnels de la petite enfance, mais également aux enfants qui seraient de retour du Mexique d'éviter tout contact avec des nourrissons. Voilà pour toute l'actualité de ce dimanche. Merci à vous pour votre fidélité tout au long du week-end. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet, 20h35. Vous allez rire avec le bonheur et dans le prêt. L'information demain, c'est dès 6h30 dans Télématin avec Sophie Le Saint et Olivier Galzi. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.